De cela, et ensuite parce que je ne veux pas non plus déflorer l'histoire qui ne manquera pas de vous raconter dans un instant. Mais je veux quand même vous dire que Jacques van der Linden a été, du moins en exercice, l'un des très grands professeurs de cette faculté, dont il a d'ailleurs été le président à une époque où on ne disait pas doyen, on ne parlait pas de doyen à l'ULB, on parlait de président de faculté. Et c'est une des figures importantes de la pensée juridique contemporaine qui présente la particularité peut-être unique de s'être illustré, de s'illustrer, non pas dans une discipline, non pas dans deux disciplines, mais dans trois disciplines. Je m'explique. Jacques van der Linden est à la fois un historien du droit, un spécialiste de droit comparé et un anthropologue du droit. Un historien du droit, il a fait sa thèse en histoire du droit, sur l'histoire de la codification, et il a été pendant de nombreuses années le titulaire de la chaire d'histoire du droit. C'était lui notamment qui donnait le grand cours d'histoire du droit dans première année. Et j'ai moi-même eu l'honneur de suivre, quand j'étais en première BA, non, ça s'appelait une première Candie à l'époque, son cours, un professeur très impressionnant et très charismatique. Il n'est pas seulement un historien du droit, il est aussi un spécialiste du droit comparé. Il a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet, un ouvrage notamment qui s'appelle « Comparer les droits ». Et à un moment donné, alors qu'il était professeur dans notre faculté, les Canadiens, qui ne reculent devant rien, sont venus le chercher à Bruxelles en lui proposant une nouvelle aventure qu'il a acceptée, et il est parti de l'autre côté de l'Atlantique faire quelque chose qui est, pour moi, demeure encore un petit peu mystérieux jusqu'à aujourd'hui, je dois bien le dire, de l'enseignement et de la recherche sur la common law en français. Et dans ce cadre-là, il a notamment publié un dictionnaire de la common law en français. Donc vous aurez l'année prochaine avec Isabelle Rorive, qui est là d'ailleurs, qui vous donnera le cours d'introduction au droit comparé. Vous en saurez plus sur le droit comparé que vous n'en savez jusqu'à présent. Mais vous vous imaginez ce que ça peut représenter d'aller traduire l'ensemble des concepts de common law dans une langue qui, a priori, n'est pas faite pour les recevoir. C'est un travail vraiment de comparatisme de terrain. Et puis, alors, troisième discipline, Jacques van der Linden est aussi un anthropologue. Alors, l'anthropologie, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier, on en a parlé aussi dans le temps aussi d'ethnologie. Et donc, il s'agit d'une certaine manière peut-être encore là de comparer, mais d'aller surtout à la rencontre de sociétés qui ont aussi des règles, mais qui sont tout autres. Et donc, Jacques van der Linden est un spécialiste, notamment, et a enseigné toutes ces matières également à l'ULB, des droits africains, et je sais qu'il a, je ne connais pas tout de sa carrière, parce qu'il faut être un grand spécialiste pour savoir tout ce qu'il a fait. Il fait énormément de choses, mais il était notamment travaillé sur le terrain au Congo et en Éthiopie, et puis il a consacré des études aux Amérindiens aussi. Et comme vous voyez, cela fait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre tant de travaux, tant de disciplines différentes? Moi, je propose quelque chose, c'est qu'à travers ces trois disciplines, d'une certaine manière, le problème qui se trouve posé, c'est précisément celui de la diversité, de la pluralité, de la différence des droits, que ce soit dans le temps, à travers l'histoire, que ce soit dans l'espace, à travers le droit comparé, que ce soit dans les différentes cultures, grâce à l'anthropologie ou l'ethnologie juridique. Et donc, après avoir travaillé pendant des dizaines d'années sur le terrain,
de cette diversité des règles, eh bien, il s'est mis, dans une manière qu'il vous racontera lui-même, à réfléchir à cette question de la pluralité, ou plus exactement du pluralisme juridique, ce qui est quelque chose de différent. Mais je ne vous en dirai pas, moi, pas un mot. Et même, non pas seulement le pluralisme juridique, mais les pluralismes juridiques. Et il devra bien sûr s'expliquer sur ce pluralisme juridique dont Jacques van der Linden est considéré comme un des plus grands spécialistes sur le plan international. Je crois que j'ai déjà tout à fait exagéré dans ce que j'ai dit, non pas sur le fond, parce que c'est la stricte vérité, mais sur ce qui est tolérable pour notre orateur d'aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je lui passe la parole en le remerciant d'avoir accepté d'être l'orateur de la conférence Perelman. Je vous aide, je vous place le micro. Je fais tout. Et faites mieux que vous n'avez fait jusqu'à présent. Ah bon? C'est le problème d'inviter ces anciens professeurs, on se fait toujours enguirlander. Oui, mais ça, c'est se faire mettre des guirlandes. Voilà. Alors ça, c'est bon. Est-ce que... Voilà. M'entend-on? Attendez, je récupère le PowerPoint. Voilà. C'est bon. Et je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Bon. Je vais vous demander une énorme faveur. Je sais que ça va vous bousculer, mais je vous prie de bien vouloir fermer vos laptops. Vous recevrez, je dois arranger ça avec Benoît Friedman, vous recevrez un texte disponible sur votre ordinateur, qui est un texte continu de 6 pages, ce n'est pas énorme, qui représentera la matière. Hein. On vous dit que c'est inclus dans la matière. Et quand j'ai dit à Benoît que je ne souhaitais pas, parce que ça me dérange terriblement de voir quelque chose d'ouvert devant moi avec quelqu'un occupé à faire autre chose. Je sais bien qu'on me dit, mais ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, que on n'est pas occupé à faire le mot croisé, mais à taper le cours. Vous comprenez le français, mademoiselle, là, en haut, juste dans mon regard. Voilà, bien. Non, vous avez une chance immense. C'est que, à 80 ans, je n'ai plus la capacité, et puis si c'est difficile, de monter et de redescendre ce que je faisais dans le Janson. Et je montais, je descendais. Et évidemment, je tombais sur les amateurs de mots croisés, je tombais sur les amoureux, je tombais sur toute espèce de gens qui faisaient des choses bien plus ennuyeuses à 8 heures du matin, 3 fois par semaine, que d'écouter un professeur parler. Mais il n'y a rien à faire. J'ai besoin, et encore plus maintenant qu'autrefois, d'une très grande concentration, et n'importe quoi va me déranger. Et comme j'avance quand même avec un minimum de papier que j'évite de lire ou d'avoir appris par cœur avant, j'ai bien cela pour me rappeler, parce que précisément aussi, à mon âge, les neurones, ils ont leur faiblesse. Et tout d'un coup, je cherche un nom. Et je me dis, mais non, d'une pipe. Mais non, qui est ce gamin qui vient de parler de moi? Je le connais. Il s'appelle. C'est beau quelque chose, mais au-delà de ça, je ne sais déjà plus. Alors, vous comprenez qu'il est important de me laisser concentrer pour que je puisse arriver au bout. Nous en avons pour une bonne heure. Par conséquent, c'est d'autant plus important que si je dois m'arrêter tout le temps pour essayer de retrouver mes mots, on n'y arrivera jamais. Ma femme m'attend. Bon.
je suis, et je vais aller très vite sur ces 6 premiers points, je suis extrêmement embarrassé d'être ici. Extrêmement embarrassé parce que j'ai dû subir pour la énième fois, et ça m'arrive hélas, au plus je vieillis de plus en plus souvent, un éloge funèbre. Et je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu inopportun d'entendre votre éloge funèbre. Je serais très heureux de l'entendre, je ne sais pas, j'espère. Pas du tout, mais enfin. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis très mauvais dans la pratique de l'éloge. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si je me mets à faire l'éloge de Chaim Perelman, il va penser que je vis à ses dépens. Je précise que je ne suis pas payé pour faire ce que je fais pour l'instant. Parce que vous pourriez dire, à son âge, ça c'est comme Madame Thatcher, voilà pourquoi il vient. Non, non. Bon. Chaim Perelman, je ne l'ai rencontré qu'une fois dans ma vie. Ça a duré une vingtaine de minutes. Je me suis perdu d'abord dans les monades d'un certain Leibniz. Oui, c'est les monades, oui. Hein? Bon, dans les monades d'un certain Leibniz, c'était pas fameux. Pour m'aider, il m'a dit, vous allez peut-être pouvoir me démontrer l'indépendance d'un axiome par rapport à un autre axiome. Je lui ai dit, oui, monsieur, ça c'est Jan Lukaczewicz, un logicien polonais. Il m'a dit, très bien, monsieur, démontrez-moi. Je ne savais plus. Il était désespéré, et pour me sauver, il m'a emmené dans une caverne chez un certain Platon. Et c'est juste, hein, là, il y a une caverne hein, chez le Platon. Et il m'a emmené dans une caverne chez un Platon, après quoi il m'a donné 11. Vous ne trouvez pas que c'est anormalement généreux? Donc je contribue dans cet hommage à Chaim Perelman en disant que c'était un homme foncièrement bon. Voilà. J'ai rempli le deuxième devoir, le troisième, le titre impossible. Oui, le titre impossible, d'autant plus qu'il a encore voulu broder dessus. Alors, il dit que ce n'est pas lui qui me l'a donné. Moi, je prétends que c'est lui qui l'a proposé. Et comme il sait que je suis bon pour lui, il s'est dit, je vais le lui proposer, il va accepter. Je n'aurais jamais rêvé de parler des pluralismes juridiques. J'ai écrit sur les pluralismes juridiques. Une contribution, elle a 70 pages. Et elle est loin de couvrir tous les pluralismes juridiques. Bon, par conséquent, vouloir parler en une demi-heure, une heure, de pluralisme juridique, c'est sans limite. Ou bien, il faut concentrer, comme dans ces volumes The Law in a Nutshell. Vous savez ce que c'est qu'une nutshell, une coquille de noix, n'est-ce pas? Ce sont des petits livres américains avec lesquels on peut apprendre le droit. C'est encore plus petit que les plus petits précidalos, hein, c'est comme ça, et tout le droit est dedans. Enfin, tout le droit, chaque branche du droit. Mais enfin, on aurait pu faire ça avec le pluralisme juridique. Ça j'ai horreur. Pourquoi? Parce que vous ne réduisez pas la pensée, particulièrement dans un sujet qui est un peu théorique. Les gens ne s'y retrouveraient pas. Je les ferais souffrir dans leur cercueil. Non, pas question. Le dilemme du traître, parce que précisément, dans ce cas-là et dans toutes ces circonstances, y compris quand nous vous enseignons, nous n'avons pas la possibilité de repenser avec vous ce qu'on essaie de vous raconter. Donc, en condensant, on trahit. En condensant, on trahit, il n'y a rien à faire. La pensée est suffisamment complexe et le langage infiniment trop faible que pour qu'on puisse croire un instant que l'on va arriver à véritablement communiquer, sauf
dans une petite salle avec quelques personnes déjà initiées sur un sujet. Et donc j'ai horreur d'être un traître, enfin, un ami à moi qui avait mon âge quand je l'ai connu et qui s'appelait Amadou Ampateba, un peu m'a laissé, parmi d'innombrables richesses, un proverbe: l'homme n'est pas bon dans sa propre bouche. L'homme n'est pas bon dans sa propre bouche. Ça veut dire que parler de soi n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et pourtant, c'est bien de moi que je vais vous parler, parce que je crois que c'est probablement la seule chose que je pourrais vous expliquer et où je pourrais vous faire, essayer de vous faire partager comment il est possible d'avancer dans j'ai horreur des mots, la science. Ça va? Alors, vous ne devez pas vous étonner si parfois je vous donne l'impression de vaciller. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore tombé. Ça va? Mais ma pauvre mère, à mon âge, tombait régulièrement. Elle avait des pertes d'équilibre. Alors, vous me verrez parfois osciller, mais je ne sais pas parler assez. Pourquoi je ne sais pas parler assez? Parce que dans notre temps, tous les examens étaient oraux. Monsieur Van der Linden, veuillez vous asseoir, je vous prie. Êtes-vous confortable? Puis-je me permettre de vous poser la première question? Disait avec un bon sourire de grand-père Henri Depage, titulaire de la chaire des obligations. C'était suffisant pour me glacer et être incapable de lui sortir un mot. Et alors, il me regarde et me dit: je vois que vous avez des problèmes. Je dis: oui, un peu, monsieur. Peut-être que je vous impressionne. Je dis: qu'est-ce que vous voulez lui dire? Je vais vous rassurer. Et il se levait cérémonieusement, il regardait l'avenue Roosevelt par la fenêtre du bureau, il mettait ses mains derrière son dos, et je n'avais plus que ça devant moi, sachant qu'il attendait ma réponse à un parallèle entre les obligations solidaires et les obligations indivisibles, ou quelque chose comme ça. Enfin, j'en ai gardé un très mauvais souvenir, et donc, voilà. Donc, ne vous étonnez pas, en principe, je me rattraperai. Si je tombe, la dernière fois que je suis tombé, ma pauvre femme n'a pas su me relever, et on a dû appeler les pompiers, lesquels m'ont foutu à l'hôpital, et jamais je ne suis sorti aussi amoché de n'importe où, sauf de l'hôpital, où ces deux vigoureux jeunes gens m'ont transporté. Ah! J'ai appuyé sur la marche arrière. Voilà. Première étape, 69-72. On va faire descendre un peu, parce que sinon je ne saurais pas où je vais. Bien. Quel est le point de départ? Le point de départ, c'est un colloque un colloque programmé pour mai 68. Et le directeur d'un centre qui existe encore, mais qui est maintenant en faculté, à cette époque il était à l'Institut de sociologie, le Centre d'histoire et d'ethnologie juridique, lance un colloque sur le pluralisme juridique. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant du tout. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en 68, j'enseigne 8 mois par an en Éthiopie. Je reviens 4 mois en Belgique pour enseigner 150 heures ou 100 heures de cours. Je fais mes examens et je repars en Éthiopie. Et par conséquent, voilà. Donc, je ne m'occupe plus beaucoup du Centre d'histoire et d'ethnologie juridique où j'étais chercheur à l'Institut de sociologie, mais je suis aussi déjà presque chargé de cours. Ah non, même en 68, je suis déjà chargé de cours et je n'ai plus rien à voir avec le centre. Puis, 68 étant
ce qu'il a été à Paris, mais aussi à Bruxelles. Il n'y a pas de colloque, le colloque est annulé, et puis on fait un livre avec le colloque, 12 communications, et M. Gillissen, le directeur du centre, à ce moment-là, un jour que je passe par la Belgique, me dit « Ah, Van der Linden, je suis content de vous voir. Je vous attendais pour faire la synthèse du volume sur le pluralisme juridique. » Je n'avais jamais de ma vie entendu ces deux mots associés. J'avais déjà fait toutes sortes de choses, mais je ne savais pas. Mais je ne savais pas non plus dire non à M. Gillissen. Pour une raison très simple, je n'avais aucun atome véritablement crochu avec lui. Il me reprochait de faire ma thèse d'agrégation avec quelqu'un d'autre qu'avec lui. Donc nos rapports depuis 1968, donc on est déjà quand même près de 10 ans que nous nous connaissons, il était la personne qui, le premier, avait offert à un jeune étudiant diplômé 5 satisfactions, dont 3 en seconde session, un poste d'assistant. Il me faisait une faveur énorme qu'aucun de ses collègues, sans doute, n'aurait jamais voulu me faire. Qui était ce Van der Linden? Me demandait M. Depage à M. Dekers, parce que c'était M. Dekers, mon patron de thèse. Et M. Dekers disait, je connais Van der Linden, il fera une bonne thèse. Bien, c'est vrai, j'ai fait la seule thèse avec un double titre, Histoire du droit et droit comparé. Bon, mais donc vis-à-vis de M. Gillissen, j'avais une dette morale considérable. Et donc, j'aurais pu lui dire, mais monsieur, vous ne vous imaginez pas, je repars demain à Addis Abeba, je vais vous faire la synthèse. J'ai donc dit, je vais vous faire la synthèse. De quelque chose qui ne me disait rien. Je n'avais jamais reçu, il m'a alors donné les 12 textes, et il m'a dit, ben les voilà, vous faites pour le plus vite et au mieux. La seule ressource que j'ai trouvée, c'est d'aller me mettre à Rome, sur le toit de l'Academia Belgica, qui offrait des chambres à bon marché aux chercheurs belges et à leurs époux ou épouses, et pour avoir la paix pendant un mois, j'ai travaillé ce que j'avais devant moi, c'est-à-dire 12 textes extrêmement divers. Ça allait de la Rome pré-républicaine ou républicaine à la discipline des médecins ou des kinés en Belgique aujourd'hui, ça allait en Afrique noire, ça allait partout. Il y avait 12 personnes dont M. Gillissen croyait qu'elles... Je suppose qu'il croyait, parce que je ne sais pas pourquoi il les avait choisies. Et c'est moi qui me retrouvais avec cela. Anthropologue, comparatiste, historien, sociologue, même théoricien. J'ai mis théoricien en bleu, vous verrez pourquoi tout de suite. On confie ça à un auteur que je qualifie d'ingénu total. L'ingénu, c'est celui qui est un peu simple, innocent, avec un minimum de connaissances et qui aborde le monde qu'il ne connaît pas. C'était vraiment ce que je me voyais, ce que je me vois encore être à ce moment-là. Mais bon, le vin était tiré. Et évidemment, cet ingénu total avait de l'expérience de tout un peu. Il vous l'a rappelé, c'est vrai.
que déjà à ce moment-là, eh bien, j'avais enseigné comme professeur visiteur à Édimbourg, j'avais participé aux travaux de la Law Commission écossaise dans la rédaction d'un code commun entre l'Angleterre et l'Écosse en matière de contrat. Un des arguments était que, basé sur les travaux d'un célèbre professeur hollandais, Meyers, le nouveau projet de code civil néerlandais, je pouvais le lire dans le texte, puisque je lisais couramment le néerlandais. Monsieur Gélissen, pendant que j'étais son assistant, m'a aussi dit un jour qu'il était en panne d'assistant de régime néerlandais. Il m'a dit, Van der Linden, vous prendrez bien les gens du régime néerlandais. J'ai dit, bien, monsieur. Je n'étais pas néerlandophone, que je sache. Oui. Bon, mais voilà. Et je me suis débrouillé avec mes étudiants néerlandophones. Ils parlaient beaucoup moins bien le néerlandais que moi. Ils parlaient le Yprois, le Tessen de Lolois, ils parlaient tous les dialectes. Ils ne se comprenaient pas entre eux, mais on pratiquait le mieux qu'on pouvait l'Algemeen Beschaafd Nederlands et on s'est débrouillé. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que j'étais un peu anthropologue. Vous verrez, j'y ferai allusion en cours de route, parce que j'avais passé plusieurs mois à me promener dans la campagne d'un coin perdu du nord-est du Congo, à essayer de comprendre ce que ces gens pensaient de la terre, du mariage, de toute espèce de choses, avec bien entendu un interprète. J'avais, ayant vécu très longtemps en Afrique avant, des connaissances d'une des langues véhiculaires, celle de la région, mais eux parlaient une langue pour laquelle personne n'était capable de traduire en français. Enfin, personne, aucun Européen, sauf un missionnaire italien qui, lui, connaissait le pasande, langue locale, admirablement, mais c'était déjà le début de la guerre civile au Soudan. Et on ne traversait plus la frontière. Nous étions sur la frontière du Soudan. On ne traversait plus la frontière à ce moment-là. La route était avec un grand fossé et on savait qu'on vous tirait à vue si vous passiez la frontière. Par conséquent, je n'ai jamais été voir le père Giorgetti, que j'aurais bien voulu connaître pour sa connaissance de la langue dans laquelle je travaillais. Je travaillais donc, comme d'ailleurs beaucoup d'ethnologues ou d'anthropologues, on commence avec un interprète. Et puis, quand mes notions personnelles de lingala sont revenues, je pouvais au moins suivre dans cette langue et éventuellement le reprendre. Donc, j'avais fait de tout un peu, comparatiste, le concept de code en Europe occidentale du XIIIe au XIXe siècle, c'est un peu du droit comparé, même si ce n'est que l'Europe occidentale, tous les pays étaient dedans. Et c'était de l'histoire du droit en même temps. Et je m'intéressais aux aspects précisément du droit disciplinaire. Voilà. Je n'étais surtout pas, et c'est pour ça que c'est en bleu, un théoricien. Véritablement. Ça l'expérience de la recherche des monades, et puis de ce Polonais qui avait la prétention de démontrer l'indépendance d'un axiome par rapport à un autre axiome, et puis ce type qui m'égarait dans sa caverne, non, jamais de philosophie ou de théorie du droit. Bien, les limites de cette entreprise, c'est évidemment que l'on fait un patchwork. On a devant soi 20 textes, on les étale, on essaye de voir de quoi ils parlent. Aucun d'entre eux ne s'est rencontré, aucun d'entre eux n'a connaissance des autres. Alors chacun raconte sa petite histoire sur ce qu'il croit être le pluralisme juridique. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Le patchwork, vous avez tous les carrés. Mais dans un patchwork, vous pouvez encore choisir les carrés que vous cousez et les harmoniser. Là, j'ai les carrés et je dois aussi créer la structure plus ou moins harmonieuse des carrés. Bien. Ce n'est pas une thèse, on est bien d'accord. Ce n'est pas une thèse. Bien. Au début, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un filtre sélectif. Parce qu'enfin, il y avait visiblement là des choses dont je ne savais que faire, qui étaient différentes des autres. Ces 12 chercheurs venant des 4 coins de l'Europe avaient chacun leur idée.
il me fallait un filtre, ce que j'appelle, c'est banal, hein, une hypothèse de travail. J'allais aborder ça, puisque je devais le coudre ensemble, de façon de préférence harmonieuse, j'allais avoir une hypothèse de travail. C'était indispensable pour étudier ce que je pensais être les 4 points que je pouvais étudier: l'origine, l'objet, les modalités et la fin du pluralisme juridique. C'est ça qui était ma mission. Vous remarquerez qu'à aucun moment je me pose la question de savoir ce qu'est le pluralisme juridique, évidemment, puisque personne ne le sait en apparence à ce moment-là. Oh oui, il y a bien une communication sur les philosophes du droit. Ah, bon, oui, mais ça c'est encore du nutshell, de nutshell, de nutshell. Aucun d'entre eux d'ailleurs n'ayant jamais, sauf un, et encore occasionnellement, parce que j'ai vérifié après, utilisé les mots pluralisme juridique. Voilà. Ah, qu'est-ce que je dis? Ben, je vais décrire l'état du droit dans des sociétés étatiques ou non étatiques. Il n'y a pas que des États dans tout ce qui est là, évidemment. Bien qu'ils l'appellent du droit, mais ça c'est encore un problème. On ne va pas se lancer dans la définition du droit. Bon, dans des sociétés étatiques ou non, qualifiées par antonymie de monistes, même je vais les appeler totalitaires. Je vais les appeler totalitaires, ça m'a été souvent reproché. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent pas les dictionnaires. À propos de dictionnaire, le dictionnaire de la Common Law n'est pas un dictionnaire de langue. C'est un dictionnaire encyclopédique. Chaque mot est l'objet d'une définition, d'une explication, d'un petit mot historique ou pas, n'est-ce pas? C'est donc un travail encore beaucoup plus considérable que l'imagine mon ami. Bon, s'il me permet ce titre. Bon, donc voilà, n'est-ce pas? Totalitaire, pourquoi? Parce que dans son sens originel, allez voir le grand Robert sur la toile, par exemple, totalitaire veut dire qui englobe l'ensemble de quelque chose. Et donc, le droit positif a bien l'ambition d'englober l'ensemble des rapports juridiques dans une société déterminée. Et donc, moniste, et d'être le seul en plus. Et dans la notion de totalitaire, il y a ça aussi. Bien, qu'est-ce que je dis? L'existence de solutions juridiques différentes s'appliquant à des situations identiques dans une société déterminée. Ah, quand je relis ça aujourd'hui, je ris. Quand je relis ça aujourd'hui, je ris parce que c'est d'une banalité affligeante. Il existe évidemment des solutions différentes à des situations identiques dans une société déterminée. C'est plein. Moi, je n'achète pas comme achète un commerçant. Je ne suis pas passible du droit pénal comme un diplomate. Je dois demander pour me marier, à l'époque, l'autorisation, parce que j'étais officier, à mon commandant de corps pour pouvoir me marier. La plupart de mes contemporains qui n'étaient pas officiers ne devaient pas demander l'autorisation à leur commandant de corps. Donc, bon, mais peu importe, hein. Ça ne sert à rien de raconter des fariboles. C'était comme ça. Bon, il y a une chose que ça caractérise, ou plutôt qui caractérise cette définition. Je ne parle pas de règles. Et je ne parle pas de règles, pourquoi? Parce que pour moi, la règle a un aspect de généralité. Et simplement, mon expérience africaine m'avait appris que l'Afrique précoloniale ne vivait pas dans un monde de généralité, d'abstraction. Elle vivait dans la solution de cas extrêmement concrets. Peut-être comme les premiers justiciers, mais on ne va pas entrer de ça, n'est-ce pas, quand ils se promenaient dans l'Angleterre du
XIIe, XIIIe siècle, et qu'on leur posait un problème, et qu'ils partaient du fait inductivement vers une solution. Bon, la règle est avant les faits, et c'est d'elle qu'on part pour aller. Donc, je ne voulais pas dire règle, alors j'avais dit mécanisme, et en écrivant, en préparant cette leçon-ci, j'ai dit mais mécanisme, les gens ne comprennent jamais, mais je suis le fils d'un ingénieur, et je trouvais que mécanisme, pour décrire comment les choses en droit s'arrangeaient pour obtenir un résultat, était bien. Bon, j'ai mis solution cette fois-ci différente, dans une société, avec des situations identiques, une société déterminée. Bien, et le contenu, évidemment, ça pouvait prendre finalement, en y réfléchissant, n'importe quel droit. Et qu'est-ce que le pluralisme juridique disait? Ben, simplement qu'il y avait une pluralité de solutions et que des situations identiques pouvaient être réglées par des mécanismes, des solutions autres dans une seule société. J'ai eu à ce texte. Alors, tout le monde a dit Monsieur Julissen, qui ne savait pas en commençant, avait maintenant quelque chose, il avait une synthèse, il était content avec la synthèse. Je crois d'ailleurs que la synthèse correspondait un peu à ce qu'on pensait. J'avais en 1956, dans ma dernière année de droit, eu, comme vous, un professeur de l'extérieur qui venait faire le clown pendant 1 heure, et il fallait être là, parce qu'il fallait quand même pas qu'il se trouve devant l'auditoire vite. C'est pas bien. Ensuite, on le mettait dans la matière d'examen, bien entendu. Ce professeur s'appelait Jean Carbonnier. Alors, vous n'avez probablement plus, on ne doit plus parler peut-être beaucoup déjà aujourd'hui de Jean Carbonnier, je ne sais pas si Jean Carbonnier, pour nous, Jean Carbonnier était vraiment le créateur de la sociologie juridique française. C'était un grand monsieur flexible droit, tout le monde a lu flexible droit, enfin avait lu flexible droit dans notre génération. Et moi, arrivant au terme de mes études de droit, c'est la première fois que je réalisais pourquoi j'étais là et ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant dans le droit. Jusque-là, je m'étais traîné pendant 5 ans. Heureusement, j'avais déjà ma femme à mes côtés. Ça valait bien tous les profs du monde, même M. Depage. Et donc, j'ai envoyé un tiré à part à Jean Carbonnier. J'ai envoyé un tiré à part de l'essai de synthèse à Jean Carbonnier. Jean Carbonnier m'a répondu une lettre charmante qui est dans le volume. Dans laquelle il me dit beaucoup de choses gentilles, et puis il me dit, mais est-ce qu'il y a encore pluralisme? Je cite, lorsque le droit des majeurs impose aux mineurs un droit particulier. Bah, moi, je ne sais répondre qu'une chose à M. Carbonnier. Monsieur Carbonnier, c'est certainement, enfin, ça devait même être annoté, non, il n'y avait pas de note dans mon essai de synthèse, il n'y avait pas de note. Ça devait certainement avoir été dit par un des 12 et par un autre des 12. Et dans leur texte sur le pluralisme juridique, ils disaient, moi j'étais le pur mécanicien qui triait, qui ajustait, etc. Bon, alors, M. Carbonnier, m'ayant écrit, m'invite à venir le voir chez lui à Paris, rue de Vaugirard. Aller rencontrer M. Carbonnier chez lui. Bon, je vais chez M. Carbonnier, me reçoit très gentiment, et nous bavardons pendant 1h30, 2 heures sur mon essai de synthèse. Et il n'en démord pas. Il y a beaucoup de choses, trouve-t-il, qui n'ont aucune raison d'être du pluralisme juridique. Ce ne sont pour lui que des différenciations, et que tous les droits ont dans leur organisation des différences qu'ils font entre différentes personnes et entre différentes solutions dans des situations qui sont apparemment identiques, mais que ça, ce n'est pas du pluralisme juridique. Par contre, me dit-il,
j'ai découvert avec intérêt ce que vous avez écrit, enfin non, j'ai rien écrit moi, c'est les 12 qui ont écrit, sur les sociétés africaines et sur le fait qu'elles continuent à vivre aujourd'hui dans le système colonial. Nous étions encore pas loin des indépendances, on avait passé les indépendances, mais il y avait encore de solides substrats qui étaient appliqués, qui étaient ce qu'on appelait les droits coutumiers. Bien, ça, il trouvait que ça, c'était du pluralisme. Je lui disais, monsieur, je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai fait une synthèse, dans cette synthèse, c'était ce que j'ai écrit dans mon hypothèse de travail et dans ce qui est là. Bien, on est parti, on s'est quitté évidemment très respectueusement, mais ça a continué à me tracasser. C'était dans mon subconscient en permanence. Et je me disais, non d'une pipe, il a peut-être raison, Carbonnier. Mais s'il a raison, où est-ce que je suis avec ma synthèse? Bon, au fond, quand je dis que ça m'a tracassé, soyons honnêtes, hein, une fois tous les 2-3 ans, je me disais, tiens, ça ressemble à ce que Carbonnier m'a dit. Bien. Jusqu'au jour où, 20 ans plus tard, 20 ans, ah oui, alors, en 1988, pardon, j'allais oublier ceux-là parce que ceux-là m'intéressaient tellement peu, j'ignorais même qu'ils existaient, c'est les auteurs du dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, André-Jean Arnaud. Vous connaissez André-Jean Arnaud? Parce qu'il avait fait une thèse sur le Code civil des Français dans l'histoire du droit au moment où moi j'écrivais à l'échelle de l'Europe occidentale. Et donc, je connaissais ce qu'il avait écrit, je ne sais pas si lui me connaissait, je ne pense pas, mais parce que là, les Parisiens regardent rarement vers le nord. Enfin, ça a changé, heureusement. D'ailleurs, je ne peux pas dire du mal d'André-Jean Arnaud, puisqu'il a présenté la conférence Perelman il y a quelques années. J'y ai assisté d'ailleurs, et on s'est fait beaucoup de cajoleries respectives sur nos sujets communs. Bien, il n'est pas responsable. Il a 2 auteurs, Jean-Guy Bellet, JGB, et N.R. Norbert Roland, qui prennent en charge la rubrique pluralisme juridique dans le dictionnaire tatati tatata, et stupeur. Mais attention, moi je n'ai pas lu ça. Ça vient, je n'apprends ça que quand Norbert Roland me donne un tiré à part à Aix en 92. Mais je le mets dans l'ordre chronologique parce que ça a une incidence. Qu'est-ce que je vois? C'est que l'un et l'autre commencent par le pluralisme juridique du type de 3.1. L'existence de plusieurs règles de droit s'appliquant à des situations identiques dans une société déterminée. Je ne crie pas au plagiat, mais c'est quand même merveilleux. Après quoi, les 2 démarrent. Attention, les 2, après ça, étaient des gens qui réfléchissaient de leur côté au pluralisme juridique. Mais dans ce dictionnaire, le premier sens qui venait, c'était mon hypothèse de travail. Elle devenait définition. Mais je ne l'ai appris qu'après. Après, en 92. 89, à Leiden, aux Pays-Bas, il y a une conférence sur le pluralisme juridique. Je n'y suis pas invité. Je ne sais même pas qu'elle a lieu. Travaille avec moi à ce moment-là quelqu'un qui s'appelle Marie-Bénédicte Dambourg. Marie-Bénédicte Dambourg est, je crois, sortie première de sa promotion en dernière année, hein, avec les plus hautes notes qu'il était possible d'avoir. Et Marie-Bénédicte Dambourg avait eu un cours d'anthropologie en 2e année. C'était un cours à option, donc à votre âge. Et elle avait trouvé ça intéressant. Elle avait eu envie de faire de l'anthropologie juridique. Et moi, je la connaissais parce que je donnais les cours de droit africain, d'anthropologie juridique, etc. Elle a fait, après ça, une maîtrise, puisqu'elle avait une licence belge, une maîtrise à Oxford, un doctorat à Oxford,
Et il est aujourd'hui à l'université de Brighton, Professor of Law and Anthropology, titre qu'elle a déjà depuis 10 ans à l'université du Sussex, aussi à Brighton à côté. Professor of Law en Angleterre, c'est le sommet d'une carrière. On ne devient pas professeur en Angleterre simplement en avançant. Il y a un nombre restreint de professorships qu'on alloue à une personne pour des mérites vraiment remarquables. Bien, elle vient me voir, mais elle est encore à ce moment-là qu'étudiante, je crois qu'elle n'est même pas encore à Oxford. Elle me dit, Monsieur van der Linden, j'ai vu qu'il y avait un colloque à Leiden. Ah, je dis, c'est bien. Sur quoi? Sur le pluralisme juridique. Oh, je dis, c'est encore mieux. Vous n'y allez pas. Je dis, moi, je ne savais même pas que ça avait lieu, Marie-Bénédicte. Ah, si, je voudrais y aller. Ben, je dis, ils vous ont invité? Non. Mais j'ai vraiment envie d'y aller. Je prends mon téléphone, j'appelle un des organisateurs aux Pays-Bas, John Griffiths, spécialiste du pluralisme juridique. Je lui dis, John, j'ai quelqu'un qui a envie de venir, est-ce que tu n'es pas invité? Ah, Jacques, ça va, je l'apprends. Et toi, tu viens? Ah non, je dis, moi, non. Pluralisme juridique, on ne m'en parle plus. Il y a 20 ans, j'ai dit ce que je croyais pouvoir signer sous ces deux mots, mais qu'on me fiche la paix avec ça, c'est loin de moi. Et j'avais à ce moment-là toujours autant de choses. Je m'étais déjà donné un programme. C'était, à cette époque-là, je ne sais pas moi, 3 articles tout par an et un bouquin tous les 2 ans. Je l'ai tenu jusqu'à 2-3 ans d'ici, quand j'ai décidé que quand même il était temps que je ralentisse. Donc, Marie-Bénédicte me dit, mais vous voulez quand même bien lire mon texte? Bon, je dis, oui, Marie-Bénédicte, qu'est-ce que je peux vous refuser, moi? Allez, donnez-moi votre texte. Je lis son texte, et je lis dans ce texte les différenciations à l'intérieur d'un système juridique font partie de sa logique interne et unifiée. Je dis, mais alors, ce que nous appelons des systèmes juridiques à côté des droits du colonisateur, les systèmes juridiques africains que nous gardons, là, les droits coutumiers que j'enseigne, ce ne sont pas des systèmes juridiques. Ce ne sont pas des systèmes juridiques. Ils sont à l'intérieur du système juridique colonial et font partie de sa logique interne et unifiée. Qu'est-ce que... Mais alors, du coup, Carbonnier avait raison. Toutes les différenciations où il me disait que ce n'était pas du pluralisme, évidemment que ce n'était pas du pluralisme. Mais moi, j'avais tort en pensant que les droits coutumiers africains ou tout ce qu'on fait, les droits disciplinaires, les droits disciplinaires n'existent que parce que le système belge autorise ces droits disciplinaires à fonctionner sous son chapeau. Il n'aurait pas... Alors, je raconte mon histoire, parce qu'il y a là un œil sévère. Après, peut-être, il m'a dit d'un air sévère, « Qu'est-ce que tu dis là ?» Bon, alors... moi, je vous donne mes réactions. Je dis, je me suis complètement trompé. J'appelle John Griffiths au téléphone, je dis, John, écoute, fais-moi un plaisir. Merci, tu prends Bénédicte, mais tu me prends aussi. Mais c'est elle qui lira un papier que je vais écrire. Et je ne viendrai... Ouais, alors tu viens. Je dis non, je dis, j'ai beaucoup trop à faire. Je veux dire, j'étais encore en toutes sortes de domaines, avec de lourdes charges d'enseignement. C'était... oui, c'était... Bon, peu importe. Donc, je dis, mais elle peut le lire. Oui. Bon. Eh bien, je dis, et je me vois encore m'asseoir à ma table, enfin, à une des 3 tables qui occupaient comme ça, chacune un champ de mes intérêts, devant un mur, et en 6 jours, je sors les 7 pages qui me viennent à l'esprit. Legal pluralism, return to legal pluralism, 20 years later.
Non seulement elle le présente, mais John Griffiths prend le texte, revoit l'anglais et le publie dans le Journal of Legal Pluralism. À ce moment-là, Norbert Roland m'appelle. Et Norbert me dit, Jacques, nous allons faire à Aix un colloque sur le pluralisme juridique. Oh, je dis, Norbert, je n'ai pas envie, j'ai tout dit sur le pluralisme juridique. Oh non, Jacques, vous ne pouvez pas me faire ça, etc., etc. Puis je dis, mais au fond, Norbert, vous avez lu Return to Legal Pluralism. Je ne sais pas si non. Oui, Norbert, il disait l'anglais, évidemment. Ah, non, il dit, ça a apparu, évidemment, Journal of Legal Pluralism dans les universités françaises n'a pas une grande audience. Ah, je dis, ben alors je vais... Oui, parce que pour que j'accepte, il me dit, mais vous n'avez qu'à raconter ce que vous avez dans votre essai de synthèse. Vous ne pouvez pas plus mal tomber, je venais de changer d'avis. Alors, je dis, oui, mais Norbert, ce n'est pas du tout ça que je pense maintenant, c'est tout le contraire. Eh bien, il dit, venez raconter votre contraire. Bon, je dis, si je peux raconter mon contraire. Et donc, vers une nouvelle conception du pluralisme juridique au colloque d'Aix, où j'étoffe un peu mon espèce d'éblouissement à la lecture de cette petite phrase, les différenciations intérieures d'un système juridique font partie de sa logique interne et unifiée. C'est bien ça. C'est le monisme, évidemment. Bien. Bouleversement en quelques jours. C'est déjà passé, hein. Bouleversement, oui. Quoi? Le totalitarisme du droit, au sens où je vous l'ai dit, exclut qu'il y ait véritablement deux droits autonomes dans une société. Une société n'a pas deux droits. Elle peut avoir des tonnes de différenciations, jusqu'à dire je reconnais ceci ou je reconnais cela. Il est fréquent, par exemple, en droit international privé, que la Convention soit reçue en droit international avant d'être appliquée. Et quand elle est reçue, OK, mais on ne va pas pêcher chez l'étranger comme ça, et en décidant que c'est quoi, du droit étranger qu'on applique en tant que droit étranger. Peut-être dans certains cas, mais dans la majorité des cas, ça devient du droit belge. Bien. Bien. La semi-autonomie. Les anthropologues étaient très malheureux, parce que savaient que les droits auxquels ils s'intéressaient, qui étaient le droit des sociétés africaines, amérindiennes, asiatiques, préexistants à la colonisation, mais maintenus en vigueur par le colonisateur à des conditions. Pas de contrariété à l'ordre public, le respect de la civilisation, pas de pratiques barbares et... Bon, OK. C'est une différenciation. C'est de décider que certaines personnes, pour certains actes, d'ailleurs on leur ouvre une alternative très souvent, ils peuvent suivre cette voie préexistante ou bien prendre la voie nouvelle du colonisateur avec une chance, c'est qu'il... Ça s'enseignait à l'université de Bruxelles, les bras m'en tombent, à condition qu'ils deviennent civilisés. C'était comme ça. Il y avait un cours d'institutions, avant la guerre, d'institutions et coutumes des peuples primitifs et à demi civilisés. Je me suis toujours demandé qui avait pu inventer qu'il y avait des demi-civilisés. Il est vrai qu'à l'époque, il y avait dans la publicité des journaux belges pour le savon des images d'un petit Africain dans un baquet et il était à moitié noir, à moitié blanc, et ça, parce que sa mère avait le bon savon et avait frotté fort sur une matière. Bon, OK. Mais alors, s'il n'y a que des différenciations, quel est encore le sens du pluralisme juridique dans une société déterminée? Quel est encore le sens du pluralisme juridique? Il n'y a pas de pluralisme juridique. Oh oui, mais moi j'ai écrit une synthèse 20 ans plus tôt sur le pluralisme juridique. Et maintenant je dis qu'il n'y a pas de pluralisme juridique. J'ai eu un instant de perplexité, de vertige.
je sciais une branche sur laquelle j'étais assis. J'étais l'homme du pluralisme juridique comme j'étais l'homme de la codification, mais il n'y avait plus de pluralisme juridique. Il fallait que j'invente un pluralisme juridique. Et donc, je me suis mis à me demander quoi? Hors du droit. Hors du droit, puisque le droit, il est moniste. Il est moniste, on n'en sort pas. Il n'est pas pluraliste. Le droit belge n'est pas un droit pluraliste. Il n'y a rien à faire. Il peut reconnaître des droits étrangers, mais ce n'est pas un droit pluraliste, véritablement. Le lieu du pluralisme, ben, qu'est-ce qui me reste? L'individu. Il me reste l'individu. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la plupart des systèmes maintenaient que l'individu, c'est lui qui avait un choix entre deux solutions d'un système ou d'un autre système. Et donc, j'ai basculé de l'intérieur du droit. Vous vous souvenez qu'on disait dans une société déterminée, on évacuait cela, parce qu'il n'y avait là que du monisme possible au nom du droit. Et alors, qu'est-ce qui restait? Il restait le sujet de droit. Le sujet, vous avez tous entendu cette expression, hein, un sujet de droit n'existe pas en anglais, je vous signale avec ça. Dans la traduction du Code civil éthiopien, on s'est gouré et j'ai eu toutes les misères du monde à expliquer à des Éthiopiens que sujet de droit ne se traduisait pas en anglais, le Code civil éthiopien étant en anglais. Bien, vers une conception nouvelle, Van der Linden, 1993. La base. La base, c'est la situation pour un individu, et je me place dans la peau de l'individu, dans laquelle des solutions juridiques relevant d'ordonnancements différents sont susceptibles de s'appliquer à un même problème. Il est devant un problème, et c'était vrai dans la colonisation. L'Africain avait la possibilité de choisir le statut de droit belge. Or, il se mariait selon la coutume, il se mariait selon le code civil, et il se mariait selon la religion. Ce n'était pas un choix de deux, c'était un choix de trois, avec des complications folles, hein, parce qu'une fois qu'il était marié religieusement, alors qu'il pouvait divorcer en droit belge et en droit coutumier, appelons-le comme ça, il ne pouvait pas divorcer en droit religieux. Et donc, le problème, mais ça, il faut avoir travaillé sur un terrain de ce type-là pour en mesurer la complexité. Et bien entendu, quand on dit qu'il y a des ordonnancements différents, celui que veut l'État n'est pas exclu. Mais il peut aussi, dans les faits, être absent. Alors ça, c'est autre chose qu'on apprend au fil du temps et que j'ai appris particulièrement à partir de 1990, oui, 93, 94, c'est qu'il y a des situations. Il y a l'Afrique. Il y a l'Afrique contemporaine où, ayant l'occasion de faire la synthèse de colloques se tenant à Bordeaux en France sur la création du droit en Afrique, tous les participants, africains comme étrangers, sont prêts à admettre qu'il y a une grave crise de l'État africain, dans certains États, que l'État est tellement faible que le droit tel qu'il existe dans les livres n'est pas du tout appliqué pour toute espèce de raison, très bien argumentée, très bien décrite, etc. Et alors les gens disent « Ah oui, ben, ils sont retournés dans l'anarchie ». Non, non, ils ne sont pas retournés dans l'anarchie. Alors, ça, c'est le réflexe de l'Européen frustré par la décolonisation, de l'Européen. Vous savez ce que ça peut être. On l'a vu dans l'actualité française récente. Non, on substitue d'autres droits. Les gens créent un droit parce qu'ils ont besoin d'organiser leur société. Quand les enfants de la ville de Nairobi, c'était le colloque de Leuven, où je faisais la synthèse, au colloque de Leuven, il y a des communications sur le droit des enfants des villes. Les enfants des villes, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît.
il faut avoir vécu dans des villes où les enfants errent. Mais ils n'errent pas longtemps, ce n'est pas une anarchie, ils se reconstituent. Ils se reconstituent en bande, ils se reconstituent en bande pour survivre parce que se mettre en société, et c'est une forme de société, permet de survivre. Où les gens, pour assurer certaines choses, vont se tourner vers, mettons, la mission catholique ou la mission protestante. Parce que dans la crise profonde économique que connaissent beaucoup d'États africains au moment de l'indépendance, il faut se tourner vers quelque chose qui vous encadre, qui vous rassure, et ainsi de suite. Il y a comme ça des tonnes de droits au pluriel qui naissent. Et les individus deviennent des sujets de droit que j'écris alors avec un S, en grâce et en majuscule, pour qu'on soit bien clair que ce n'est pas un sujet de droit au singulier comme on l'entend dans le système moniste, mais bien des sujets de droit multiples. Donc, alors on nous dit, oui, mais ça doit être la chienlit. Je dis, mais non, ce n'est pas la chienlit. D'ailleurs, l'État est là aussi, et dans la mesure où les gens pensent qu'il vaut mieux s'adresser à l'État, ils vont s'adresser à l'État. S'ils pensent qu'il vaut mieux s'adresser, je glisse vers l'Acadie française au XVIIIe siècle dont j'ai étudié, j'étais le premier à étudier vraiment l'histoire du droit, eh bien, l'Acadie française, l'État est complètement, n'existe pas. Alors, il y a bien une loi qui dit, c'est la coutume de Paris qui s'applique. Vous allez un peu gratter et vous voyez que les contrats de mariage ne sont pas selon la coutume de Paris. Ils se font selon les coutumes de l'ouest de la France que les gens ont amenés dans leur acquis lorsqu'ils sont partis comme colons vers l'Amérique. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la coutume de Paris? Et s'ils ne s'en sortent pas entre eux, ils vont chez le chef de famille ou ils vont chez le curé. Et le curé, qui a des responsabilités morales, se mêle de choses que certains gens trouvent qu'il ne doit pas se mêler, comme de chasser le juge de l'Église en lui disant d'aller voir ce que sa femme est occupée à faire au lieu d'être à la messe avec son neveu. Bon. Le curé défend un ordre, un ordonnancement, celui de l'Église catholique. Le juge est un bon chrétien, mais il a des faiblesses pour sa nièce. Bon, et pendant l'office, il est tranquille, parce que sa femme est à l'office. Bon, vous voyez là apparaître, vous voyez reparaître des seigneurs féodaux. Et vous voyez des seigneurs féodaux qui se battent au nom du droit féodal. Mais le droit féodal, il a disparu. Non, non, le droit féodal revient. Et Madame de Saint-Étienne de la Cour explique qu'elle a des droits sur sa terre, qu'elle a des tenanciers. Et vous voyez en lisant le contrat de tenance, mais que vous êtes dans le Moyen-Âge français. Or, c'est pas ça, il y a la loi, l'ordonnance de 1663 sur la Compagnie des Indes occidentales, qui dit que le seul droit applicable dans toutes les possessions françaises d'Amérique est la coutume de Paris. Mais non, parce qu'il n'y a pas de quoi la faire appliquer, parce que bon, on est dans des sociétés multiples où se forment des droits totalement différents de ce que les livres nous disent que le droit est. Ce sont ce que j'appelle là des droits ineffectifs. Et bien entendu, pour moi, ce sont des exemples de pluralisme juridique. Il nous reste évidemment l'individu avec des ordonnancements mêlés. En 1995, je suis à Montréal pour un colloque pluralisme sur détermination et effectivité. Quand on me demande d'en faire la synthèse, je ne sais pas ce que c'est l'effectivité, je ne sais pas ce que c'est que la surdétermination. Je plonge dans des dictionnaires, je ne trouve pas de définition dans des dictionnaires de langue courante. Là où je suis, je n'ai que ça. Mais il y a pluralisme. Je vais à pluralisme et là, je vais progressivement, en partant de mon sujet de droit au pluriel, vouloir dépasser
l'individu et les ordonnancements existants. C'est vrai que l'individu a des choix dans la manière dont je vois le pluralisme maintenant, mais est-ce que ce sont seulement des choix entre choses existantes ou est-ce qu'il peut encore, à la limite, créer le droit? Et c'est vrai qu'il y a des exemples où on voit les individus créer le droit, dire mais c'est là le droit. Cela vous ouvre la porte d'une approche relativement psychologique où vous vous dites pensez le droit. Qu'est-ce que les gens pensent que leur droit est? Ils vont dire c'est mon droit. Tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils disent tu n'as pas le droit? Ils ne pensent pas au juge du Code civil. Ils pensent à quelque chose qui s'est établi entre eux, qui gouverne leurs rapports sociaux. Alors vous allez dire, ah oui, mais ça c'est pas du droit, ça, M. Van der Linden, c'est un bon mariage. Ah, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a du droit qui se fabrique. Et que dans... ma femme ne me dit jamais, tu n'as pas le droit. Mais elle me dit, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est un jugement moral, M. Van der Linden, ce n'est pas du droit. Oui, si vous pensez qu'il n'y a de droit que le droit positif qui est reconnu, administré directement ou indirectement par l'État. Mais ce rapport qui existe là est un rapport très fort. Et il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui emploient cette formule. Hein. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Mais si j'ai le droit, montrez-moi un peu le texte de la loi. Mais non, il n'y en a pas. C'est bon. Alors, bien, il n'y a rien à faire. Hein. Il faut bien penser que je suis dans cette progression vers, au fond, le plus profond de ce qu'il y a dans la naissance chez l'individu de ce qui fait qu'il va opter pour l'une ou l'autre solution dans les solutions qu'on lui offre. C'est ce que je dis là, une plongée dans le fort intérieur de chaque roseau pensant. Parce que dans la personne de l'homme, il y a une infinité de personnes. Ça, c'est Ampateba qui l'a dit. Et c'est vrai qu'il y a, dans l'homme, quand vous réfléchissez au jugement qu'il porte dans une situation donnée, il y a plusieurs droits où il faut trouver un autre mot. C'est ça le problème, pour éviter la confusion, parce que ce n'était évidemment pas le droit de l'État. Je dois rendre ici à César ce qui est dû à César. Je ne vais pas dire adieu parce qu'il serait offusqué. Roderick MacDonald est un professeur de McGill que j'ai rencontré en 1995 au colloque. C'est lui qui gérait la partie pluralisme juridique. C'est un très grand monsieur du droit canadien. Il a été le premier dans l'histoire du droit canadien à exercer les fonctions de commissaire aux droits du Canada, ce qui est vraiment le sommet de ce que le gouvernement peut confier comme responsabilité à quelqu'un. Tout ce qui précède ce progrès, cette avancée vers finalement le tréfonds, c'est d'ailleurs MacDonald qui, d'une part, quand je l'ai rencontré en 1995, m'a dit dans son bureau à McGill que nous étions arrivés par des voies très différentes à la même solution, le droit dans l'individu qui fait ses choix, qu'il suivait mes travaux depuis que j'avais publié un article au sujet du droit européen des contrats
en étant à Édimbourg comme professeur visiteur en 60, je ne sais plus, 7, 8 ou quelque chose comme ça, dans la Modern Law Review. Et ça explique que dans le livre, l'apport qu'il a pu faire à ma réflexion soit reconnu dès la première page. Il a été mon complice dans toute espèce de choses bien au-delà du pluralisme. Il a ce qu'il appelle, lui, many adventures, de nombreuses aventures communes dans le monde du droit canadien. Un observateur extérieur qui nous connaissait bien, qui est aujourd'hui juge à la Cour d'appel du Québec, décrivait notre travail commun, vaut pas de deux danser. Il avait une femme danseuse classique, vaut pas de deux danser sur une musique polyphonique, c'est-à-dire les travaux de MacDonald, et il s'est, lui, épanoui dans une théorie et une théorisation quasi unique, oh non, unique véritablement par rapport à tous les autres, et j'ai pu quand même jeter un regard sur tous les pluralismes, une théorisation unique, y compris celle de ma réflexion. Il a écrit un article, Theorizing Legal Pluralism, Theorizing Jacques van der Linden. Bon, donc nous avons véritablement eu une complicité totale. Je lui dois énormément. Je ne pense pas que je lui ai dit, que je lui ai appris énormément. Je n'en sais rien. Si nous avons vraiment été ce que des gens de l'extérieur disent, on a dû s'interféconder, c'est lui qui, pour moi, devrait être à ma place aujourd'hui. Bon. Mon pluralisme juridique tiendrait donc dans un essai de synthétisation. C'est la rencontre de droits multiples en mouvement constant à travers un dialogue permanent des pensées et des impensées propres à chaque sujet producteur de ces droits. J'ai écrit ça avant-hier. J'ai écrit ça avant-hier parce qu'il fallait quand même que je me dis, mais je vais arriver au bout, et puis ils vont me dire, oui, mais monsieur, et la fin de l'histoire? Ben, la fin de l'histoire, elle est là. Plus simplement, je reviens en 1959, où quand je demande à un chef africain, le chef Ouquatutu, parce que j'étudie le droit de son pays, je lui dis, mais comment est-ce qu'on devient un chef? Comment est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un va suivre un autre et comme ça? Et qu'est-ce que je pense, moi, à ce moment-là? Je suis en 59. Je suis assistant depuis 1 an, même pas. Avant ça, j'ai fait un service militaire. Avant ça, ben, j'ai été diplômé en droit. Qu'est-ce que je pense? Je pense que le chef va me dire ce que je lis dans la Constitution belge. Le roi est le descendant légitime en ligne directe, à mon époque, il était encore du sexe mâle, etc., de Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, tiki-tac. La règle. Et Ouquatutu me regarde. Il me dit, mais ça dépend. Ça dépend. Ça, pour moi, c'est un autre choc, n'est-ce pas? Juriste formé dans une faculté belge, assistant enseignant d'université. Le droit, dans une situation déterminée, peut dépendre. Dépendre de quoi? Mais dépend de ce que chacun dans son fort intérieur imagine qu'il doit être. Et c'est ce qui va se passer. On va rassembler tout le monde. On va discuter. Il y aura du lobbying, il y aura toutes sortes de choses pour finalement
tomber d'accord sur le fait que le plus adéquat pour la fonction est celui-là. Alors, on peut dire, ben, ça c'est la règle, hein, c'est le plus adéquat. Oui, mais alors vous résolvez tous les problèmes de cette façon-là, en décidant que c'est chaque fois le plus apte, ou en réunissant tout le monde pour réunir un consensus. Mais c'est une autre façon de regarder les choses. Et puis je pense à Jean Carbonnier qui, en 72, dans la lettre qui est dans le volume, m'écrivait aussi, à part le problème qui le tracassait, que le droit des mineurs soit un mois différent. D'ailleurs, il me dit aussi qu'à un moment donné, en France, on a envisagé qu'il y ait un droit des fous, pour en faire vraiment un droit. C'est de nouveau une différenciation, hein, c'est de créer un droit des fous. Il a 3 lignes là-dessus. Je me suis dit qu'un jour, j'irai explorer ça. Mais je n'ai pas envie de devenir fou. Bon, ce que vous écrivez de l'origine de ces phénomènes, le pluralisme, de l'injustice, de l'inefficacité du droit, doit retenir toute notre attention. Et enfin, à Nice, en 2011, l'avant-dernier colloque international que j'ai introduit pour parler évidemment du pluralisme juridique, parce que qu'est-ce que vous voulez que je sache encore faire d'autre que parler du pluralisme juridique? On me demandait de dire ce que pouvait être l'effectivité du droit économique, et j'écoutais, ou plutôt je regardais les documents préparatoires du colloque et les exposés introductifs. Et je me rendais compte qu'il était là-dedans tout le temps question des opérateurs économiques. Et que l'effectivité du droit économique, c'était faire le bonheur des opérateurs économiques. Nous étions exactement à Nice, à ce moment-là, au 7e employé de France Télécom qui sautait par la fenêtre. Parce que les exigences du droit économique étaient le rendement, et qu'avec le rendement, il ne le supportait plus. Et il sautait. Après, les employés de France Télécom, à l'heure actuelle, ce sont les officiers de gendarmerie. Parce qu'ils sont pris dans des contradictions telles, je le dis, pour eux, c'est plus facile. Ils ont leur revolver d'ordonnance. Mais c'est exactement la même chose. La vie et ce qu'ils attendent de la vie en société devient impossible. Et quand j'allume le poste de télévision, qu'est-ce que je vois? Je vois des individus, hommes, femmes et enfants, qui soit acceptent le droit moniste avec son grand D qu'il faut respecter. J'en vois qui l'acceptent, à la limite, ils vont s'indigner ou ils vont clamer leur indignation. J'en vois qui demandent des différenciations. L'agriculteur breton, il voudrait que lui ait autre chose, qu'on fasse encore une différence. Mais il y en a toutes sortes d'autres qui demandent une différence simultanément. Autrement dit, l'idée qu'il y a en France un droit qui s'applique à tous les citoyens égaux devant la loi, vous laisse... Bon. Il y en a qui décident d'ignorer le droit. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils décident de l'ignorer? Ils le violent. C'est simple. À la limite, s'ils n'ont plus rien à violer, ils cassent. Et vous remarquez d'ailleurs que dans la population, il y a des gens qui sont pour la différenciation, mais pas pour qu'on casse. Il y a donc là, chacun dans son fort intérieur a une lecture de ce que le droit peut ou doit être. Il y en a qui cherchent et qui créent un substitut. Le jour où l'État n'a plus moyen de faire vivre les gens, qu'est-ce qui reste? L'abbé Pierre, le secours populaire. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où ira-t-on ainsi? Et c'est les villes africaines, hein? C'est beaucoup dans les villes africaines. Ou ce seront les villes des Philippines, quand on n'apportera pas à manger aux gens. Il y a là toute espèce de choses qui m'interpellent. Il y a des gens qui partent. Il y a des gens qui partent. Hein. S'ils ont les moyens, ils s'installent au Moustique ou Dieu sait où, tranquillement, à Nechin,
Néchin. Néchin, à Néchin. Il s'installe à Néchin. Ah, vous savez bien, vous, Depardieu, il part, il quitte la France, il abandonne tout. Ah, on lui demande trop, il s'installe à Néchin. Bon, il prend aussi un passeport soviétique, il a les moyens. Ou bien, si ce n'est pas le paradis fiscal, c'est le suicide. C'est le suicide dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Lorsque le sauvage n'est pas intégré et n'arrive pas à s'intégrer dans une société totalement efficace avec les alphas, les bêtas et tout ce que vous voulez, est, nord-ouest, on le retrouve oscillant comme les aiguilles d'une boussole dans son habitation. Est-ce que ce n'est pas la faillite du droit avec son grand G tel que je l'ai appris? Où sont les droits des sujets dialoguant dans un pluralisme juridique qu'on pourrait peut-être espérer plus juste? Jean Carbonnier le disait déjà, et humaniste. C'est pas à mon âge qu'on refait le monde. J'attends votre réponse. Et je vous donne rendez-vous parce que j'ai déjà pris des rendez-vous, c'est écrit au dos du livre sur le pluralisme. Mais je ne sais plus toujours en quelle année. 2032. Je vous remercie. Que tous ceux qui se sentent l'envie de partir, mais pas au sens où c'était sur le tableau, dans